Alors ici, nous sommes à Troyes, en plein centre-ville, près de la Seine. C'est l'abbaye Saint-Martin-SR qui abrite aujourd'hui l'École supérieure de design de Troyes. C'est là qu'on trouve les racines de l'équipe Texaco. En 1995, c'était les locaux provisoires au début de l'Université de technologie de Troyes, l'UTT. Et donc c'est là, en 1998, qu'avec la bénédiction du CNRS, ce petit groupe initial a été reconnu jeune équipe de recherche. Et c'est comme ça que tout a commencé. Donc moi j'ai commencé par être PAST pendant 2-3 ans à l'UTT. D'accord. Et c'est là que j'ai créé l'UE IF14. Voilà, en fait. Donc C'était avant que l'UTT soit construit. c'était avant que l'UTT soit construit. D'accord. Alors les mots-clés, tu vois, c'était... Travail coopératif déjà. c'était Texaco, technologie de la coopération pour l'innovation et le changement organisationnel, en fait. Technologie de la D'accord, coopération. les mots-clés sont venus. Ouais, tout de suite, c'était déjà ça. C'était déjà ce côté pluridisciplinaire. Lorsqu'il y a eu le projet de créer Texaco, donc le projet de Manuel Zaclade, assez naturellement, s'est posé la question de savoir dans quelle mesure je pouvais rejoindre cette équipe. Alors c'était pas tellement l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité qui me paraissait problématique, mais c'était surtout le nombre très très restreint de membres de cette équipe. Je viens plutôt des systèmes d'information et plutôt des contextes de grandes entreprises, donc de grandes organisations complexes avec des stratégies, avec des équipes d'ingénieurs. Et j'ai donc travaillé profondément sur ce sujet. Et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il y a une problématique qui n'était pas prise en compte du tout dans les systèmes d'information et dans les organisations. C'est en fait le problème de la coopération, très, très simplement. Je m'attendais, c'est vrai, peut-être à des travaux peut-être plus focalisés sur vraiment le phénomène de la coopération en tant que tel, en tant qu'objet scientifique. Et là, je dirais que j'ai été assez surpris, agréablement surpris, parce que j'ai trouvé des collègues qui finalement travaillaient sur tout un ensemble de sujets. Et ça ne se limitait pas finalement à la coopération en tant que vraiment l'objet scientifique de base, mais ça abordait les problèmes de langage, les problèmes d'innovation, bien sûr les problèmes cognitifs, de psychologie, d'activité, etc. Et du rôle aussi des outils et des instruments, qu'à l'époque, c'est vrai, je n'avais pas forcément conceptualisé comme un élément important d'un dispositif coopératif. Du moins, c'était assez neutre, j'avais une vision peut-être assez neutre de cette technologie. Donc ça a été très enrichissant. À Texaco, c'est le seul endroit où j'ai vu, alors c'est pas entre deux laboratoires, c'est au sein du même laboratoire, une préoccupation forte à ce que les sociologues ne soient pas juste un terrain pour les informaticiens et les chercheurs en informatique ne soient pas réduits à une fonction purement opérationnelle et instrumentale. Un modèle plus collaboratif. Un modèle plus collaboratif, un modèle gagnant-gagnant. C'est important effectivement d'expliquer que l'IT c'est quand même la base pour pouvoir communiquer, justement, c'est un peu ce qu'on discutait dans ce cours-là, c'est de dire que l'informatique ne sert pas qu'à faire de l'informatique, mais justement à aider les gens à collaborer, à coopérer au sein des entreprises. Ouais, je crois qu'il y a la valeur, c'est le fait de la volonté de travailler ensemble entre sciences humaines et l'informatique. Et c'est intéressant parce qu'au début c'était en disant on va essayer, ok, travailler, mais bon, peut-être on est sur deux chemins différents. Et là, petit à petit, il est certain que nos sciences ne convergeront pas, mais il y a quand même des choses qui se créent. Moi, je dis. C'est moins facile que ce que je m'attendais, de faire de la multidisciplinarité, de l'interdisciplinarité et de travailler ensemble. C'est pas non plus impossible, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que ça oblige tous les temps à prendre en considération différents points de vue. Chose qui n'est pas nécessairement la plus simple à faire et la plus rapide à faire. Même si c'est la plus intéressante, parce qu'effectivement, le fait d'avoir plusieurs points de vue qui viennent des différentes disciplines à l'intérieur d'un projet, par exemple, toujours dans Smart Art, l'effet d'avoir le point de vue sociologie, d'avoir le point de vue matériaux qui est super technologique, en quelque mesure, d'avoir un point de vue interaction nos machines qui vient de moi, etc., ça permet de créer quelque chose de plus intéressant que d'avoir le seul point de vue très technologique de créer un objet pour la malvoyance. Des fois, à Texaco, on peut aller plus vite peut-être qu'ailleurs, parce que justement, alors, dans une équipe qui serait purement disciplinaire, j'ai l'impression que des fois, pardon, on perd, enfin pas forcément on perd, mais on passe du temps à se positionner par rapport aux concurrents. Ouais, même pas forcément aux concurrents, mais au moins aux autres collègues. Donc j'ai l'impression qu'il y a toute une discussion un peu métadisciplinaire qui occupe du temps.
Évidemment, à Texico, on n'a pas cette discussion. Donc, d'une certaine manière, de ce point de vue-là, on fait l'économie de plein de problèmes de positionnement, du positionnement de détail au sein de ta discipline. Est-ce que tu es la 3e étagère à droite ou la 3e étagère à gauche? Là, on s'en fout un peu, parce que j'ai pas positionné en tant que linguiste par rapport à des gens qui le sont pas. Donc là, du coup, ça va vite. Alors, mais peut-être c'est le défaut, c'est que parfois, il va de soi que, dans certains cas, ce genre de discussion un peu boutique, elles sont peut-être un peu nécessaires. Alors du coup, peut-être qu'à Texico, c'est peut-être l'inverse. Parfois, on va peut-être un peu trop vite en besogne, parce qu'on n'a pas, tu vois, dans le fond, on ne soumet pas si souvent que ça notre travail en cours à des pairs appartenant à la même discipline. Alors, c'est un effet très positif. C'est que tout le monde est, je trouve, plutôt naturellement bienveillant à l'égard des recherches des uns et des autres. Mais c'est aussi parce que, pour des raisons tout à fait évidentes, on se sent parfois pas la meilleure personne pour juger d'une recherche qui ne vient pas spécialement de notre discipline. Je crois beaucoup au fait de travailler ensemble avec un regard différent venant de disciplines différentes, et ça ne suffit pas si on n'a pas déjà une culture et une compréhension de la discipline de l'autre. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il est indispensable, avant de se lancer dans un projet où on mélangerait comme ça les disciplines, de bien avoir compris ce qui est important dans la discipline de chacun, son regard particulier face au terrain, face à la forme que vont prendre les résultats de recherche, etc. J'ai l'impression que Texico, en réfléchissant beaucoup à la collaboration, a réussi quelque chose au niveau de la collaboration interdisciplinaire. Voilà, à passer quelque part d'une théorie de la collaboration à une application pratique d'une collaboration où chacun fait effectivement quelque chose qui est légitime pour sa discipline. Voilà, le chercheur en sociologie qui collabore avec un chercheur en informatique n'arrête pas de faire de la sociologie au moment de cette collaboration. Mais au contraire, j'ai envie de dire qu'il catalyse ses recherches en sociologie par la collaboration. Et la même chose pourrait être dite du chercheur en informatique. Ça c'est très rare, j'aurais même tendance à dire que c'est assez unique, et ça se réalise à Texico, et je crois que c'est pas un hasard si ça se réalise dans un laboratoire qui s'est donné comme objet et qui s'est spécialisé sur la collaboration. Le train, ça permet ça aussi, ça permet de lire des documents qu'on n'a pas le temps de lire avant. Ça laisse une petite soupape de sécurité entre... On sait qu'on a une réunion à 9h, qu'on doit lire un document, ou on sait qu'on a cours à 10h, qu'il faut qu'on relise un peu ses slides, et le soir, on n'en peut plus, on se dit c'est pas grave, on a le train. Si déjà tu t'entends bien et tu as une certaine intimité avec les gens avec qui tu travailles, c'est quand même plus facile, quoi. Mais je me rends compte que ce temps d'acculturation, il s'est beaucoup fait finalement de manière très informelle. C'est finalement, quand on mange ensemble à midi, que passe pas mal de choses, alors, souvent de manière très... par des plaisanteries des discussions animées. Voilà, des discussions animées, mais finalement que c'est comme ça qu'on s'imprègne de la discipline de l'autre. Le seul fait de vivre ensemble, entre guillemets, de travailler dans les mêmes lieux, et d'avoir quand même sur le temps long, des sujets de recherche qui sont communs, alors même si ça prend des formes extrêmement diverses, et je le redis, des productions diverses, des méthodes diverses, des objets divers, mais le fait d'avoir des sujets proches qui sont transdisciplinaires, qui donc échappent aux disciplines, aucune discipline n'arrive à saisir complètement ces sujets, ça fait, je pense, qu'il y a un enrichissement mutuel. Peut-être on peut commencer là-dessus. Donc, quand tu étais à Texico, de novembre 2012, voilà, de 2012 à 2015. Voilà. Et donc, c'était pour faire quoi? Dans le cadre d'un postdoc qui s'inscrivait dans le cadre d'un projet européen
AAL, donc Ambient Assisted Living, P-Life. Donc l'objectif c'était vraiment de concevoir un majordome virtuel, donc qui permettait aux personnes âgées de rester connectées, donc connectées au service et surtout connectées à leur famille et à leurs proches. Donc c'était vraiment une application qui regroupait sur une même interface différents services et qui permettait aux personnes de rester connectées, de communiquer facilement. Donc c'était un projet informatique surtout ou... Alors c'était un projet, oui, technologique, parce qu'il était porté par Microsoft Portugal. Donc il y avait, oui, une dimension très technologique, mais ce sur quoi nous on intervenait, donc j'ai travaillé avec Myriam sur ce projet, la dimension était vraiment sur comprendre les besoins, comprendre les valeurs des personnes pour que cette application réponde à leurs besoins et soit adoptée à leur domicile, donc dans ce processus de domestication. Donc on a monté un projet pluridisciplinaire avec une dizaine de chercheurs, des géographes, des gens qui travaillaient plutôt dans l'algorithmie, des informaticiens, des gens qui travaillaient dans le domaine de la veille, pour essayer finalement d'analyser ou de représenter en fait cet espace comme un agencement complexe, un agencement socio-technique un petit peu complexe. Il faut savoir aussi qu'à l'époque, il y avait beaucoup de controverses sur ces projets assez chers, où il n'y avait pas forcément prise en compte équilibrée de tous les problèmes. Donc on a également abordé la problématique des projets et des controverses sur un espace. Donc on s'est dit qu'en mettant un petit peu tout ça bout à bout, ça faisait finalement un bel agencement, assez complexe à analyser. Donc on a pu animer, je dirais, une session de 2 journées forum de la ville durable qui avait pour thème concevoir ensemble nos territoires. Il faut bien voir que l'idée aussi c'était de dire il y a une nouvelle discipline qui émerge pour gérer les territoires qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence territoriale et qui est en fait très impliquée dans les approches de conception participative, de conception citoyenne, de mise en place d'observatoires territoriaux, impliquant le numérique, impliquant des outils. L'idée, c'est de dire, on va pouvoir, je dirais, faire évoluer nos territoires si on a l'information qui va bien sur ce territoire, et si cette information, elle n'est pas sous-traitée, c'est-à-dire que c'est un bien commun. Et il faut qu'on ait aussi les outils de production de cette information pour pouvoir prendre des bonnes décisions et faire des bons projets appropriés. Moi, j'ai commencé à travailler sur les forums, les premiers forums faits par des Marocains. Je travaille toujours sur le sujet, sauf que c'est la beauté de l'Internet. Maintenant, on a Twitter, on a Facebook, on a la vidéo en ligne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vidéo en ligne. C'est avec YouTube. YouTube, c'est pas vieux, c'est 2005. Et comment des gens qui, surtout par rapport à un pays comme le Maroc, on dit généralement c'est un pays de grande liberté, de petite démocratie, tu vois. Et comment ces acteurs, ils s'approprient le net. J'ai deux populations, je travaille sur des malades, avec un système de sécurité sociale qui est défaillant, donc des gens qui cherchent des sous, qui cherchent de l'aide. Et l'autre population qui est très très présente, c'est ce qu'on appelle les MRE, les Marocains résidents de l'étranger, qui sont victimes de spoliation immobilière pour X raisons. Ce qui est intéressant pour nous, c'est en termes de problématiques médiatiques, quoi. Parce que tu as un nouveau média qui arrive, tu as de nouveaux usages, et après on fait une étude, qu'est-ce qu'ils disent, comment ils se présentent, ça rejoint énormément de choses, c'est vraiment très, 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 très intéressant. Il y a des gens qui vont sur le net juste pour faire des tutos, pour apprendre à cuisiner, à bricoler, mais tout ça, c'était pas prévu. Actually, I joined Texico for my PhD, and from the first contact, it was about how to study technology in a different way, where people are included. It was about interaction design and how we include people in the process of designing and all what goes through. The first thing that we worked on, it was in the context of medical care, and the idea of having a continuity of care from home to the hospital and back from the hospital to home. We started with watching first and seeing how people are already doing the coordination part unofficially, and then we proposed a tablet
with an application. That tool was there to show the people that there's other people who are acting, and there's always information to share. And when there's a problem, we see that we have multiple actors to address. It was stunning how even the patient family care actors were involved, address problems and stuff like this. On parle du projet Smart Art, qui est un projet qui est très intéressant du point de vue interdisciplinaire. On y a bossé ensemble à plusieurs, c'est-à-dire qu'on a eu tout un travail avec des sociologues. Il y a Karine qui était à Texico avant, qui a travaillé avec nous sur les projets pour faire une récolte des besoins auprès des personnes malvoyantes. Le projet Smart Art, là, c'est une plus grande envergure, disons, académique. Il s'agit de savoir comment un aveugle perçoit une information tactile, une sensation tactile, la transporte, la transforme en émotion. Quel est le rôle de l'éducation qui intervient dans cette transition et comment un aveugle peut donc accéder à trouver une certaine émotion sur des œuvres. Sincèrement, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est l'approche multisensorielle dans le sens des différents canaux de transmission de l'information. Parce que ce qui m'intéresse dans mes recherches, c'est surtout le rôle du corps augmenté par la technologie à l'intérieur de l'apprentissage. Et donc, c'est surtout cet aspect de comment on transforme quelque chose qui est surtout visuel en quelque chose qui est multisensoriel, donc ça passe à différents canaux sensoriels, pour que ce soit créateur d'émotions pour les personnes. Et donc créateur d'un certain type d'apprentissage. Finalement, on s'aperçoit que tout ce qu'on organise sur le terrain, par exemple, du village, comme lorsqu'il y a des personnes aveugles qui viennent, ou lorsqu'il y a ces designers qui viennent, ça a un impact et ça participe petit à petit, de proche en proche, à construire des activités possibles et accessibles pour les participants. On essaye finalement de créer de la rencontre autour des technologies qu'on va concevoir. On s'aperçoit que finalement les outils ne sont pas seulement finalement les maquettes ou les prototypes qu'on peut être amené à réaliser, mais c'est l'ensemble du projet en tant qu'intervention, c'est-à-dire au travers des ateliers participatifs qu'on peut organiser, au travers des occasions de rencontres qu'on va créer, par exemple en organisant une visite du gîte ou une visite de musée avec le public visé par le projet, que finalement ça va déverrouiller ou ça va permettre de créer des activités accessibles. Et c'est un petit peu ça qui va être l'enjeu plus scientifique, c'est d'essayer de formaliser ou de penser ces démarches et ces méthodes de travail qui permettent de poser le travail de conception, pas seulement sur les outils, les technologies, mais aussi finalement sur de la création d'activités ou d'ateliers associés. Ça rejoint un peu des réflexions qui sont en cours, que ce soit dans le champ du travail coopératif assisté par ordinateur ou aussi dans l'informatique ubiquitaire. C'est finalement l'observation que à mesure que Internet, les technologies de l'information et de la communication sont de plus en plus intégrées dans nos pratiques quotidiennes, que ce soit du point de vue professionnel ou dans la sphère privée, finalement il y a de moins en moins de séparation à faire entre ce qui serait de l'ordre de l'activité ou des activités en ligne et des activités hors ligne. Donc on a des formes d'espace hybride qui se créent. Qu'est-ce que je retiens de cette expérience à Texico ? Principalement deux choses. D'abord, le fait de découvrir, pour moi, ingénieur et informaticien, les sciences de gestion, la psychologie, la linguistique, était quelque chose d'extraordinaire d'abord, et puis de très positif. J'en ai beaucoup appris, et ça m'a rendu plus sensible à des questions, des enjeux que je ne connaissais pas, et ça m'a rendu presque plus humain aussi. J'ai fait un doctorat ici à Troyes avec Texico, bien sûr je recommande ça. Mais il y a beaucoup de facteurs externes. Tu apprends français, c'est une grande chose. Si tu fais la comparaison avec l'Allemagne, si tu fais un doctorat chez nous, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Ici, sont 3 ans, c'est très sympa. Il y a beaucoup de facteurs sociaux. Sont des gens gentils,
peut te parler avec eux, peut te travailler avec eux, va te trouver des gens avec qui tu peux faire des projets peut-être. Quand tu as une question pour une étude qui te fait, tu as quelqu'un avec qui tu peux parler, et tout ça, tu as ici. Texico, à cette époque-là, je pense, c'est travailler sur des sujets un peu émergents. C'est-à-dire que Facebook, moi, je l'ai connu en version qui n'était pas encore traduite en interface française. Hein, ça venait vraiment de sortir pour le grand public, c'était encore en anglais. La première fois que j'ai testé, c'était ici. Donc voilà, c'était pas encore répandu. Donc en entreprise non plus, c'est des choses qui n'avaient pas encore... qui n'étaient pas encore monnaie courante, on va dire. Aujourd'hui, c'est vraiment intégré dans les procédures de travail, de mode de fonctionnement. Mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose d'émergent. Donc Texico était en avance de phase là-dessus. Et ce qui permet justement d'avoir un coup d'avance et d'être là pour insuffler la dynamique en entreprise. Eh bien, moi, je fais une thèse en sociologie. J'étudie des living labs en santé et autonomie. Et pour le dire en quelques mots, en fait, les Living Labs sont des méthodologies qui proposent un nouveau cycle d'innovation centré utilisateur et qui essayent de répondre à des questions qui touchent au vieillissement de la population. Donc l'idée, c'est d'articuler des méthodologies d'innovation autour de la figure de l'usager et d'essayer de concevoir des artefacts sociotechniques pour pallier la perte de vieillissement et le manque d'autonomie des personnes vieillissantes. Et donc, moi, dans ce cadre-là, j'étudie des organisations qui sont multidisciplinaires, qui sont ancrées dans des institutions, dans un champ institutionnel qui est très segmenté. Et j'essaie de comprendre comment ça s'agence, ce que ça produit, de qui c'est composé, et puis finalement, au-delà de l'investigation de mon objet en tant que tel, j'essaye aussi de voir quelles sont les répercussions sociales et de quel changement social, en fait, le Living Lab est le symptôme ou l'indicateur, en tout cas une piste d'interprétation. Eh bien, on a décidé, là, de démarrer des thèses pluridisciplinaires. Mais, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'en fait, il y aurait 2 directeurs de thèse, un en SHS, un en STIC. Alors pour nous, le STIC chez nous, c'est que l'informatique. Mais sauf qu'on s'est dit quand même, pour le futur du docteur, qu'on aurait une discipline principale, dominante. Et que dans les 2 cas, la discipline dominante était sciences humaines et sociales. Pour une thèse, c'est la psychologie. Pour l'autre, c'est les sciences de l'information et de la communication. Mais qui sont déjà 2 disciplines qui ont l'habitude de travailler avec l'informatique. Pour moi, l'indicateur de réussite, c'est ça. C'est qu'on arrive à publier dans sa discipline et dans quelque chose d'intermédiaire, et que les 2 disciplines puissent publier. Parce qu'en fait, ce qu'on a toujours essayé de faire à Texico, c'était de faire justement de l'interdisciplinarité et qu'il n'y ait pas un morceau qui instrumentalise l'autre. Moi, l'image que j'avais en tête, c'était plus celle du labyrinthe. C'est-à-dire que on est un peu chacun dans notre spécialité à chercher des chemins, des passages vers la discipline à côté, etc. Mais on est dedans. C'est-à-dire qu'on est dedans et en fait, alors moi je suis dans le multiple point de vue, hein, donc on est dedans et chacun d'entre nous a un plan différent du labyrinthe, quoi. Mais on arrive à vivre là-dedans. Donc je pense que ce qui est intéressant, c'est c'est comme ça que ça se passe dans toutes les communautés où il y a des connaissances, à mon avis. La valeur qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est celle de la convivialité, qui se nourrit en fait d'autres adjectifs ou d'autres thèmes, comme le rire, l'humour, la dérision, l'ironie, qui peut confiner parfois au cynisme, en tout cas d'intégrer une petite dose de cynisme très, très sympathique. C'est toujours une découverte continuelle et c'est pour ça qu'il y a des choses qui émergent. Tu as parlé de gourou au début, il y avait le gourou au début qui avait une idée, mais petit à petit il y a autre chose qui est émergé. Et là, si on fait le lien entre ce que tu es au début et ce qu'on est arrivé ici, il y a un chemin parcouru intéressant et il n'y a rien d'imposé, c'est vraiment la découverte. C'est un puzzle, quoi. C'est un puzzle. Oui. Parce que tu arrives, tu dis que c'est quoi cette équipe, des informaticiens, des sciences humaines, mais une fois que tu as ton objet d'étude, que tu arrives à reconstituer le truc, une fois que c'est fait, c'est pas mal, quoi. Ça marche. Voilà.
l'image qui m'est venue aussi à l'esprit, tout de suite, hein, c'est celle de l'Arche de Noé. C'est plus le navire extraterrestre, c'est plus l'OVNI, hein, c'est pas le battleship, mais c'est bien un type de vaisseau particulier. Ça m'a fait penser à l'Arche de Noé. Cette espèce de refuge protecteur que serait Texaco face à des institutions, des laboratoires très monodisciplinaires avec une doxa. Où un spécimen de chacune des disciplines était représenté. Alors on avait un sociologue, deux linguistes, et puis vraiment cette idée qu'il fallait préserver une certaine diversité, et cette diversité se représente, était là en termes disciplinaires, mais en intégrant l'équipe, en apprenant à connaître les personnes, je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je parle d'agenda caché, qu'il y avait aussi, que la diversité était multifactorielle, c'est-à-dire qu'on avait des sensibilités, toutes les sensibilités politiques étaient représentées dans l'équipe, des sensibilités confessionnelles étaient également réunies, et donc, je le dis en sachant que je suis enregistré, je pense que Manuel avait un double ou un triple agenda caché en composant l'équipe. Très bon anniversaire à Texaco. Je trouve que c'est une équipe qui doit plus mettre en valeur son travail parce qu'il le mérite, et que c'est une des rares équipes qui porte justement un questionnement de fond en lien avec les questions d'informatique, d'ingénierie des connaissances, de collaboration, de web, etc. Qui ont une vraie connaissance à la fois technique et en même temps d'autres enjeux qui sont des enjeux en termes de cognition, des enjeux sociaux, des enjeux extrêmement variés. Et donc, c'est une équipe qui à mon avis, sur laquelle finalement on ne fixe pas assez le projecteur, alors que d'autres, où il n'y a pas toute cette vie intellectuelle, prennent plus la lumière et de manière moins méritée.